Mon fils était assis à la table de la cuisine, devant une assiette vide, pendant que mes parents mangeaient des crêpes, de la charcuterie et des œufs au plat. Et quand j'ai demandé où était sa part, ma mère m'a répondu qu'il avait déjà mangé. Éloi a alors levé les yeux vers moi avec cette expression si particulière d'un enfant qui vient de comprendre que les adultes mentent, et il a dit doucement: non, ce n'est pas vrai. C'est à ce moment précis que tout ce que mes parents m'avaient fait subir a cessé d'être une chose que je pouvais excuser ou endurer. En silence, pour devenir une réalité dont je devais répondre à travers l'éducation de mon propre enfant. Je m'appelle Léa et je suis mère célibataire. Éloi a 7 ans, il adore la lecture et déteste le bruit. Ce qu'il préfère au monde, c'est une tartine de pâte à tartiner avec des rondelles de banane. Il venait de passer 3 jours chez mes parents parce que notre appartement avait été déclaré insalubre après un court-circuit qui avait déclenché un début d'incendie, et la compagnie d'assurance avait une longue liste d'attente pour nous proposer un logement temporaire. J'ai hésité lorsqu'elle m'a téléphoné, car ma relation avec mes parents, Gérard et Chantal, avait toujours été de celles qui ne fonctionnent bien qu'à distance. Ils ne m'ont jamais frappée et ne m'ont jamais mise à la porte, mais ils utilisaient le silence comme une arme et l'affection comme une denrée rationnée. À la naissance d'Éloi, j'ai posé un regard neuf sur tout ce que j'avais enduré. Et j'ai pris une décision que j'ai gardée secrète pendant 7 ans, je ne les laisserai pas s'approcher de lui tant que je n'aurai pas la preuve qu'il avait changé. Le sinistre a balayé cette décision en 48 heures. J'ai préparé des provisions pour une semaine, j'ai écrit la liste des allergies alimentaires d'Éloi en grosses lettres sur une feuille, je l'ai embrassé sur le front en lui promettant de revenir vite, puis j'ai repris la route en sens inverse. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, car un sentiment indéfinissable me nouait déjà l'estomac. Le 3e jour, sa voix au téléphone avait changé, elle était plus faible, plus lente. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait mangé, il a hésité, de cette façon qu'ont les enfants lorsqu'ils se demandent s'ils doivent dire la vérité. Puis il a murmuré qu'il avait juste eu quelques biscuits salés. J'ai demandé ce qu'il avait pris d'autres, et il m'a répondu que c'était tout. Il a ajouté que son grand-père lui avait dit que le repas de midi était réservé à la famille et qu'il n'était qu'un invité de passage. J'ai posé le téléphone sur le siège passager et j'ai roulé toute la nuit. À mon arrivée au petit matin, la maison embaumait le petit déjeuner copieux. Gérard venait de finir la moitié d'une pile de crêpes épaisses, tandis que Chantal parcourait un magazine, une tasse de café à la main. Éloi se tenait tout au bout de la table, avec pour seul horizon une assiette désespérément vide. J'ai regardé ma mère et je lui ai demandé où était son assiette, elle m'a soutenu qu'il avait déjà déjeuné, et c'est là qu'Éloi a dit: non, ce n'est pas vrai. Gérard a ricané en ajoutant qu'il avait eu des biscuits la veille et qu'il n'allait pas mourir de faim. J'ai contemplé mon fils, pâle, recroquevillé sur lui-même comme le font les enfants qui apprennent à se faire tout petits pour ne pas déranger. J'ai instantanément compris ce qui se jouait, on lui inculquait la même leçon que celle qui avait jalonné toute mon enfance, à savoir que sa présence dans cette maison était conditionnelle, révocable, et qu'il devait la mériter. Chantal a déclaré qu'il n'était pas vraiment leur petit-fils au sens propre du terme. Elle a précisé que les enfants de sa fille Sandrine disposaient de chambres entières dans cette maison et venaient leur rendre visite chaque semaine, alors qu'Éloi était mon fils et qu'il n'avait pas signé pour assumer cette responsabilité supplémentaire. Je n'ai pas crié, je n'ai pas cherché à débattre, je me suis avancée vers Éloi, je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit: on s'en va. Ma mère m'a crié derrière que je faisais une scène pour 3 biscuits, mais je ne me suis pas retournée, je n'ai pas dit au revoir, et je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette maison depuis lors. J'ai emmené Éloi dans une brasserie et je lui ai commandé une grande assiette de crêpes, mais il n'a pas pu la finir car il avait mal au ventre à force de n'avoir presque rien
Avalé depuis 2 jours. Le voir ainsi remuer sa nourriture du bout de sa fourchette m'a brisé d'une manière bien plus douloureuse encore que la vue de son assiette vide sur la table de mes parents. Ce soir-là, après qu'il se fut endormi, je me suis assise seule à la table de la cuisine et j'ai dressé une liste. J'y ai inscrit les choses auxquelles mes parents tenaient le plus, l'attention de Sandrine, leur réputation dans le quartier, et leur collection de vaisselle ancienne. Tout en bas, j'ai écrit mon silence. Je suis restée de longues minutes à fixer ce mot, car je savais désormais que mon silence était le rempart qui avait préservé leur image immaculée pendant 30 ans. Je n'avais jamais révélé à quiconque ce qu'était réellement mon quotidien dans cette maison, car on m'avait élevé dans l'idée que trahir les secrets de famille était la pire des infamies, et il s'était toujours reposé sur cette croyance. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car ce que j'ai fait ensuite est précisément la partie de cette histoire que toutes les personnes réduites au silence pendant des années doivent entendre, et nous y arrivons tout de suite dans cette deuxième partie. Cliquez sur s'abonner et restez avec moi. J'ai commencé à parler, non pas sur Internet ni publiquement, mais lors de conversations ciblées avec les personnes dont le jugement importait le plus à mes parents, celles sur l'opinion desquelles ils avaient bâti toute leur existence. J'ai téléphoné à ma tante, qui s'était toujours demandé en silence pourquoi nous n'étions jamais conviés aux fêtes de famille, et je lui ai expliqué sans détour que mes parents avaient privé Éloi de nourriture pendant 2 jours en lui répétant qu'il ne faisait pas partie de la famille. J'ai eu la même discussion avec mon cousin, qui considérait mes parents comme des piliers de générosité au sein de notre commune. J'ai raconté les faits à Sandrine, qui est restée silencieuse d'une manière qui trahissait sa réflexion sur ce qu'elle devait faire de ces révélations. Je n'ai rien exagéré et je n'ai rien demandé à personne, j'ai simplement énoncé la vérité d'une voix calme, comme on décrit un fait objectif plutôt qu'une blessure personnelle, puis j'ai observé ce qui se passait. Sandrine a annulé la visite suivante de ses enfants sans donner d'explication. Ma tante en a glissé un mot à des proches lors de la messe paroissiale, tandis que mon cousin a proposé d'accueillir Éloi pour qu'il joue avec ses propres enfants. Les invitations qui affluaient d'ordinaire chez mes parents ont commencé à se raréfier avant de cesser complètement, et les éloges qui constituaient leur moteur quotidien se sont taris. Chantal m'a appelé 3 jours plus tard, la voix brisée, pour me demander pourquoi tout le monde les fuyait, mais je n'ai pas répondu. Gérard a laissé un message sur mon répondeur pour m'accuser de détruire leur réputation à cause de quelques biscuits salés. J'ai sauvegardé le message, je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai effacé. Il se retrouvait privé de ce dont il s'était toujours nourri, l'admiration de gens qui ne les connaissaient pas assez intimement pour voir clair dans leur jeu. Mais je n'en avais pas fini. Je me suis souvenu d'un épisode survenu quand j'avais 15 ans. Ma mère m'avait forcé à manquer l'anniversaire de ma meilleure amie pour que je l'aide à astiquer son service de tasse en porcelaine fine avant la réunion de son club de lecture. Elle m'avait répété que l'image était primordiale et que si nous ne renvoyions pas l'image d'une famille parfaite, nous n'étions rien. J'ai donc réfléchi à cette notion d'image. Chaque été, mes parents organisaient dans leur jardin le barbecue annuel de l'amicale des sapeurs-pompiers de la commune, le genre d'événement où Gérard se tenait fièrement devant le grill pour les photos tandis que Chantal circulait parmi les invités avec de la citronnade maison, jouant ainsi la carte de la générosité devant tous ceux dont il briguait l'estime. 2 semaines avant la date prévue, j'ai appelé Madame Mercier. C'était mon institutrice de CM1, et elle m'avait confié un jour que j'étais une enfant sensible et réfléchie, même si mes parents semblaient plus soucieux du paraître que de l'essentiel. Je lui ai raconté ce qui était arrivé à Éloi, en m'en tenant strictement aux faits. Elle est restée silencieuse un long moment avant de demander
Quel genre de personne peut faire cela? Ce à quoi j'ai répondu. Le genre de personne qui organise des barbecues de bienfaisance tout temps, laissant un enfant mourir de faim sous leur propre toit. Le jour dit, Madame Mercier s'est présentée au barbecue vêtue d'un t-shirt sur lequel on pouvait lire « La famille nourrit les siens, envers et contre tout ». Lorsque Chantal est venue l'accueillir, l'ancienne institutrice a déclaré bien fort qu'elle était désolée de ne pas avoir amené son propre petit-fils, mais qu'elle avait supposé que les enfants n'étaient les bienvenus que s'ils appartenaient directement à la lignée familiale. Les regards se sont tournés vers elle, les conversations se sont tues, Chantal est devenue cramoisie et Gérard a tenté de désamorcer la situation par un rire forcé. Deux autres voisins à qui je m'étais confié ont abordé le même sujet plus tard. Dans l'après-midi. Ce n'était pas un sabotage de ma part, c'était simplement une mise en lumière. Je n'avais pas besoin de les détruire, il me suffisait d'ouvrir les volets pour laisser les gens voir ce qui se tramait dans l'ombre. Ils ont tenté de limiter les dégâts. Gérard m'a appelé pour me demander pourquoi je liguais tout le monde contre eux. Je lui ai répondu que je ne liguais personne contre eux, que je me contentais de dire la vérité à leur sujet, et qu'il y avait là une nuance de taille. Chantal a laissé un dernier message cette semaine-là, et son ton n'avait plus rien de menaçant, elle pleurait en disant qu'elle n'aurait jamais imaginé que l'histoire prendrait de telles proportions, ni que les gens cesseraient de les inviter. Ce n'était pas des excuses, c'était de l'affliction. Elle pleurait la disparition de cette version d'elle-même qu'elle ne pouvait plus vendre aux autres. J'ai compris à cet instant précis qu'ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient fait subir à Éloi, mais qu'ils regrettaient seulement que le monde l'eût enfin découvert. Un mois plus tard, je leur ai envoyé un colis. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des photographies, mes photos d'enfance dont mes parents avaient été soigneusement découpées, le premier jour d'école d'Éloi, Éloi et moi au zoo. Tout était tiré sur du papier glacé épais et bien disposé. Au-dessus, j'avais déposé une lettre manuscrite disant « Voici désormais votre famille. Uniquement en images. Regardez-les aussi longtemps que vous le souhaiterez, car c'est le seul contact que vous aurez à présent. Vous avez nourri votre orgueil. Plus que vous n'avez nourri mon enfant. Vous l'avez traité en simple visiteur de passage, vous serez désormais des inconnus pour nous. Je n'ai jamais reçu de réponse. Sandrine m'a appelé quelques semaines plus tard pour me raconter qu'elle était passée les voir et qu'elle avait trouvé la maison sombre, tous volets clos. Elle disait que notre père errait en pantoufles et que notre mère essayait désespérément d'inviter des gens, mais que personne ne voulait plus venir. Je lui ai répondu que cela ressemblait fort à ce qu'Éloi avait éprouvé en restant assis à leur table durant 2 jours, à attendre que quelqu'un daigne le nourrir. Sandrine n'a plus jamais abordé le sujet. Le temps a passé, Éloi s'est mis à sourire plus spontanément et à poser le genre de questions que les enfants de 7 ans formulent lorsqu'ils se sentent assez en sécurité pour être curieux. Un après-midi, il m'a demandé si nous pouvions passer devant chez eux en voiture. Je l'ai regardé en lui demandant pourquoi, et il m'a simplement répondu qu'il voulait voir la maison. Nous y sommes donc allés. Nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue et sommes restés dans la voiture. La pelouse n'était plus tondue, la lumière de l'entrée grésillait et un rideau a bougé un court instant à une fenêtre de l'étage, mais personne n'est apparu au pas de la porte. Éloi a observé la maison un moment, puis m'a demandé si quelqu'un y habitait encore, ce à quoi j'ai répondu, plus vraiment, mon grand. Nous sommes restés silencieux quelques minutes, puis il a posé sa tête contre mon épaule et a murmuré, je n'ai plus faim maintenant. J'ai déposé un baiser sur le sommet de sa tête et j'ai dit, je sais, mon cœur, et moi non. Plus. Je vous invite à réfléchir à ce qu'Éloi a dit dans cette voiture, et au prix que cela lui a coûté de pouvoir le formuler.
À seulement 7 ans, il avait déjà compris une vérité que la plupart des adultes mettent des décennies à appréhender: la faim n'est pas toujours une affaire de nourriture. Et les personnes qui sont censées vous combler peuvent parfois vous laisser plus vide que si elles n'avaient jamais essayé de le faire. La question que je retiens de tout cela n'est pas de savoir si ce que j'ai fait était juste, mais de savoir ce que nous devons aux enfants lorsque les adultes chargés de les protéger préfèrent soigner leur image plutôt que de prendre soin des êtres assis à leur propre table. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la aujourd'hui avec quelqu'un qui a besoin de se sentir moins seul, et abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car nous racontons des récits de ce genre chaque semaine. Chacun d'eux étant pensé pour ceux qui ont passé des années à taire ce qui méritait d'être crié haut et fort.